Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission, votre projet pour la Réunion. On va parler de cet événement prévu pour le 14 juin, j'espère pas me tromper, la nuit du handicap. Bonsoir Sam Le Sœur, bonsoir à Thierry Le Sœur. Donc la nuit du handicap, on va rappeler ce que c'est. Quand je dis on va rappeler, c'est vous qui allez le rappeler, hein, donc c'est beaucoup plus simple. Je t'en prie. Incroyable. Je t'en prie. Eh bien, moi, je résumerai ça par la petite affiche officielle de l'événement. Je peux le voir? Oui. Je vais le montrer à la télé. Ça résumera, je pense, mieux que des voilà, longs discours. L'affiche pour l'événement, c'est la nuit du handicap, prévue donc le 14 juin. On va rappeler l'endroit. Donc, c'est au complexe sportif de Saint-Paul, près du front de mer. Ouverture au public à partir de 14h et une fermeture qui est prévue un petit peu plus tard, vers 21h. Voilà. Donc, la nuit du handicap, on parle de tous les handicaps? Tout à fait. Alors, sans exception. Alors, handicap physique, handicap mental et handicap sensoriel. C'est les trois handicaps normalement qui sont répertoriés. Mais au-delà, parce qu'il y a les handicaps invisibles et des situations aussi qui font qu'on est en situation de handicap. Donc c'est vraiment inclusif et c'est ouvert à tous. Alors, je vais quand même rester sur le mot handicap invisible. Bon, Yvan n'est pas là pour en parler. Il y a des choses, il y a des gens qui ont parfois un fonctionnement différent parce qu'ils ont des troubles personnels et ça, c'est vrai que ça se voit pas. Et quand on dit, quand on les regarde dans une file d'attente ou quand on les regarde dans un endroit public, ça se voit pas. Quelqu'un en fauteuil roulant, on le voit tout de suite, mais quelqu'un qui a un trouble comme Yvan, c'est très difficile, oui. C'est très difficile. Bien sûr. Alors, donc, on rappelle donc que ce jour-là, les personnes qui vont venir à cette nuit du handicap auront droit de faire quelles activités? Alors, on peut, c'est vrai que cette journée, on peut presque la scinder en deux parties, hein, de 14h jusqu'à 17h30. Donc là, on a des associations diverses et variées, donc des associations en lien avec le sport adapté, d'autres avec plus sur des parcours sensoriels, et d'autres plutôt sur des jeux divers et variés, hein, des jeux de société, etc., mais adaptés. Et donc ça, pendant cette tranche horaire, et au-delà de 17h30, on aura des restitutions de spectacles. Je ne vais pas trop spoiler, parce qu'on a la chance d'avoir des acteurs très très intéressants ce jour-là, très connus. Donc ils viendront faire une représentation. Donc après 17h30, 18h. Et on finit alors par un repas dansant. Voilà. On finit tout sur la piste de danse. La question aujourd'hui, dans la démarche que vous menez, c'est de l'occupationnel. Quel est l'objectif de votre démarche? C'est une forme de sensibilisation, c'est-à-dire que les partenaires avec qui on va faire cette journée, ils vont proposer au grand public de venir passer un moment de partage et d'échange autour d'un handicap, d'une situation, par exemple par un sport, par une mise en situation pour faire un jeu de société, par aussi une autre mise en situation, disons, pour partager un moment avec quelqu'un qui est aveugle, à voir un tableau. Voilà, donc c'est vraiment des... Donc c'est plus une découverte pour ceux qui ne connaissent pas? Certainement pour certains. Oui, ça peut être une découverte, mais même mais pour aussi, nous. Surtout, se mettre un peu à leur place, disons. Mais en même temps aussi, c'est une rencontre des deux parties, je dirais, pour que on est comme eux, on est tous différents, on a tous quelque chose. Donc n'ayons pas peur et découvrons un peu leur univers. Venez découvrir le mien et voilà. Parce que je disais que vous êtes tous les deux parents d'un enfant porteur d'un handicap. Vous connaissez l'handicap, enfin, même si, quand je dis vous connaissez, vous savez comment
il réagit par rapport à son handicap. D'accord? Vous avez développé donc un schéma de comportement et de fonctionnement pour accompagner votre enfant. Oui. Quand vous rencontrez quelqu'un, un autre enfant porteur de handicap, c'est pas la même chose. Tout à fait, oui. On n'a pas les gestes on est dans l'inconnu automatiques. aussi. Ouais. Oui, hésitant aussi, hein, Ah oui, évidemment, puisqu'on ne connaît pas la nature non plus du handicap de la personne ou de l'enfant, hein. C'est vrai qu'on y va peut-être plus facilement, parce qu'on a peut-être des réflexes par rapport à ce genre de situation inattendue. Non, parce qu'on Peut-être. comprend peut-être Peut-être un peu plus. du coup, cette différence. Mm. Mais il y a une peur quand même de l'inconnu ouais, qui est là, qui que ce soit. C'est vrai, Mais il y a cette différence, le petit truc en plus qui fait que... c'est pas naturel. Voilà. Non. C'est pas naturel. C'est pour ça que je disais que l'événement, la nuit du handicap que vous mettez en place, c'est vraiment pour... J'espère que le mot ne sera pas mal compris. Mais parfois, il faut toucher du doigt une réalité pour comprendre cette réalité-là. Parfois, on dit qu'il faut être dedans pour savoir ce que c'est et pour comprendre. Et là, c'est là qu'on prend, je dirais, conscience d'une situation. Je suis assez d'accord avec ce que tu dis, Gismi. Mais la question est aujourd'hui, comment faire en sorte pour faire comprendre au public qu'un handicap, c'est un élément qu'il faut vraiment regarder, il faut comprendre. Parce qu'on n'imagine pas parfois ce qu'un handicap peut générer comme situation. Bien sûr. Alors comment on l'espère, peut-être c'est par la rencontre, par ce genre d'action et d'autres, hein, bien sûr. Il n'y a pas de miracle, je pense, mais chaque association, je dirais, et cette nuit du handicap permet peut-être que individuellement, il y a beaucoup d'actions qui est proposées dans l'année pour aller à la rencontre. Là, on a fait récemment une course de marathon des laves. Marathon des laves. Organisée par l'association Cap Nous, on n'a pas pu tenir la course parce qu'on n'est pas très sportif. Au bout d'1 kilomètre, on était mort. Mais bon, voilà, c'était super sympa parce qu'il y avait des gens qui étaient poussés en fauteuil. Et tant que notre enfant n'est pas en fauteuil, mais de vivre, lui, il était en goélette, de vivre avec les autres personnes, c'était quelque chose, d'une rencontre, d'avoir vécu comme eux, de voir la difficulté, même d'être poussé, voilà. Il a passé une très bonne journée. Des moments... Et j'allais dire que quand votre enfant est dans sa goélette et que vous l'accompagnez sur ce parcours de course, vous voyez tout le bonheur qu'il a, justement, de vivre ça. Il n'y a pas que l'enfant, pardon, mais aussi les gens qui le portent. Et vraiment, c'est une affaire c'est collectif, c'est ensemble. C'est là qu'on voit que vraiment cette puissance je sais pas, de collaboration et d'être ensemble pour avancer. Oui. Thierry, j'allais dire que finalement, quelque part, l'enfant, volontairement ou involontairement, de par son handicap, crée une situation et fait vivre des choses. Oui. Ces gens, ils font vivre, oui. Oui, il y a une espèce d'osmose qui se crée, c'est instantané presque. Hein, moi, vraiment, je remercie énormément ces gens-là qui donnent de leur temps, hein, parce que voilà, ce sont des gens comme toi et moi, et qui se mettent aussi à disposition presque du collectif et du handicap. Ouais. C'est quand même quelque chose, quoi, hein. Et on dit souvent, vous êtes reconnaissants, vous les remerciez, mais j'espère qu'eux aussi sont conscients ce que cet enfant, de par avec son handicap, leur a fait vivre aussi. Parce il y a quelque chose qui est fort et qui est vraiment intense. Nous, on a la chance que l'enfant puisse s'exprimer, même s'il ne parle pas, mais en termes d'émotion, on voit les sourires, on voit le regard qui pétille. Il faut imaginer peut-être aussi des handicaps plus lourds, où des fois c'est juste un regard. Tu sais, des regards qui se croisent, ça suffit. Des fois, ça se voit que la personne, même si elle n'est pas en capacité d'exprimer ce qu'elle ressent, tous ces gens, ce bruit, cette musique, dans les yeux etc. de tout le monde, autour. Qu'on soit soit celui qui est porté, celui qui porte, enfin ceux qui sont là tous, c'est vraiment merveilleux quand même. Et c'est là que c'est fort. Ouais. Il n'y a pas de mots pour exprimer. C'est pour ça que je disais que
là, je vais aller sur une posture qui va peut-être pas plaire à tout le monde. Et ça va être peut-être facile pour moi d'en parler parce que je ne le vis pas comme vous le vivez. Mais je voudrais quand même le dire aussi, malgré tout. Je veux dire que ces personnes qui ont un handicap génèrent chez nous des situations, des moments et des émotions qu'on n'aurait pas eues si eux n'étaient pas là. C'est-à-dire qu'il faut aussi qu'on soit conscient de ce que ces personnes nous obligent à développer en nous, à générer en nous. D'une certaine manière, le terme obligé est presque pas trop fort, parce qu'elle nous force à nous mettre aussi, nous, un peu pas en danger, mais à y aller, quoi. À sortir. À nous dévoiler un peu plus. C'est ça. Selon l'handicap, des fois, on est obligé de... Plus ou moins, suivant, effectivement. Parce que nous, dans notre posture, on essaye toujours d'éviter le regard de l'autre. Pour nous, c'est toujours quelque chose de particulier, le regard de l'autre. Et pas seulement pour personnes porteuses de handicap, hein, aussi bien pour les valides, le regard de l'autre nous pèse autant que si on avait un handicap. Hein. Il n'y a pas, à ce niveau-là, il ne faut pas se leurrer. Mais quand on est avec un enfant, ça je l'ai vu une fois et j'ai trouvé cette image très fort, cette mère qui tenait la main de son enfant et qui tirait la main de son enfant. Je pense que l'enfant était autiste ou était trisomique. Et il tirait. Et on voyait toute la souffrance sur le visage de cette femme avec son enfant. Et je me disais, si elle vit ça chaque jour, elle a cette émotion-là chaque jour, quelle doit être sa vie. Pas facile. Hein. Pas facile. Même horrible, je pense. Parce que... Et c'est pour ça que, malgré tout, qu'on soit porteur de handicap ou non, on vit aussi la souffrance. Parce que moi, j'ai vu la souffrance de cette femme. On ne peut pas rester insensible, on ne peut pas se dire c'est sa vie à elle, ça ne me regarde pas. J'ai une pensée pour elle parce que je voyais ce qu'elle ressent. Ce qu'il y avait sur son visage, c'était incroyable, quoi. Oui. Une souffrance telle. Et pour ça, je disais que malgré tout, qu'on soit porteur de handicap ou pas, le regard de l'autre a quand même son effet sur nous. Ah oui, ça, je peux en parler, hein, mais bon. Je vous écoute. Moi, le regard de l'autre, ça a toujours été un frein. Ah bon? Dans ce que je voulais faire, dans tout. Pourquoi le regard de l'autre, le regard de l'autre doit être un frein? Se sentir jugé ou pas être à la hauteur ou d'être toujours... Alors, je pense que aujourd'hui, je peux peut-être le dire pour ma part. Je pense que c'est mon propre regard. C'est pas en fin de compte le regard de l'autre, mais c'est vrai qu'on se dit c'est l'autre qui juge. Mais non, c'est à travers les autres, c'est mon regard qui est là et qui dit non, t'es pas bonne, t'es pas bien, nanana, donc je faisais rien. C'est ce que je me rends compte aujourd'hui par rapport à mon parcours. Mais avant, je suis pétrifiée. Je parle jamais, je ne fais qu'exécuter comme on me le demande, comme ça, je passe inaperçue. Mais aujourd'hui, c'est plus possible avec Gabriel. Thierry Le Sœur, à chaque fois que sa femme dit une chose, on voit toute la surprise agréable qu'il a. Non, mais c'est un long travail. Hein. C'est un travail sur soi. Aujourd'hui, Sun s'est aussi lancé un défi pas simple, hein, qui est de aussi créer son activité, sa propre activité. Et du coup, elle s'est beaucoup remis en question. Toutes ses croyances, toutes ses faiblesses, etc., je pense que tu les as regardées en face. Moi, je suis assez admiratif, franchement, du travail de ma femme, parce que, bon, voilà, hein, on est un vieux couple, c'est pas toujours facile. Hein, Il a dit vieux. Mais... oui, non, mais c'est vrai. Oui, enfin, voilà, dans la durée, je parlais. Hein, c'est vrai qu'on a été mariés depuis plus de 25 ans. Donc, bref, je vois le parcours et malgré tout, hein, malgré effectivement des moments des fois un petit peu compliqués, non, je suis très fier de son travail, d'arriver à s'analyser et à mettre et à en parler, hein, d'ailleurs sur un plateau de télé. Alors, qu'est-ce qu'il y a de plus compliqué que
voilà, de se mettre à nu presque, de l'expliquer, de dire, bah voilà, moi je suis pas bien, voilà comment ça s'est passé, mais aujourd'hui, enfin, moi je trouve que ce qu'elle est capable de faire et ce qu'elle est capable aujourd'hui de dire concerne effectivement certainement beaucoup de gens, moi le premier, mais je n'ai pas encore moi cette force et ce courage peut-être de l'exprimer de manière aussi claire. Et je trouve ça quand même assez remarquable. Et c'est très bien parce que bah, aussi, voilà, notre fils aussi nous pousse un petit peu aussi. Moi, je pense que c'est plutôt lui, moi, qui me met des coups de pied aux fesses, tu vois, pour aller un peu plus Et vous en savez, avant. dans votre façon de vous exprimer, de dire les choses, sur ce que vous venez de dire, on a l'impression que les deux personnes handicapées, c'est vous, et que c'est lui qui vous pousse. Oui, tout à fait. Peut-être, ouais, Mhm. Ah peut-être, bah ouais. ça c'est sûr. Lui, il est comme il est, hein, il est sans filtre. Ouais. Hein, C'est vrai qu'il est sans filtre, lui, et, hein. et c'est nous. Hein. Ouais. Et c'est vous qui devez sûr. chercher au fond de vous-même Mm. la posture idéale à trouver Mm. pour faire les choses. Oui. Mm. C'est Ouais, pas, non, c'est- Il y a et de ça, c'est- ça, c'est bien hein. Il y a vrai. de et ça, c'est hein. ce paradoxe qui est, Mm. à un moment donné, on voit la situation se renverser. La personne porteuse de handicap devient la personne qui porte finalement la famille, qui porte, pas parce que c'est lui qui a voulu, parce que par tout ce que vous mettez en place, vous le faites pour lui, mais en même temps, vous le faites aussi pour vous, parce que ça vous oblige à rentrer dans des postures, dans des schémas que vous n'auriez pas Clairement. Ah oui, non, mais explorés s'il n'y avait pas cette situation-là. ouais, Ah bah complètement, c'est complètement sûr et d'accord. certain. Ouais. Il devient le moteur, en fait. C'est lui maintenant le moteur de la famille. On a deux grands-fils qui sont donc en études. On pensait qu'effectivement, ça allait nous faire un choc, on allait s'ennuyer presque au départ de nos grands-enfants. Eh ben, en fait, alors oui, il nous manque, Oui, oui. quand même, on va le dire. S'ils écoutent. Mais, mais On va répéter. Tu peux redire une fois parce que j'écoute. Ah non, Il nous non, bien manquait sûr, bien beaucoup, sûr, hein. bien sûr qu'il nous manque. Mais le petit, il a pris la place des deux. Ah oui. Il a pris tellement de place dans nos vies aujourd'hui, que ce soit à travers un projet personnel, là, voilà, que ce soit à travers même cet événement, parce que cet événement, indirectement, on ne le fait pas pour nous, on le fait aussi un petit peu, et grâce à lui, c'est notre, un peu la locomotive dans cette histoire-là. Euh, oui, complètement. Ce qui veut dire qu'à un moment donné, vous allez arriver au plafond de verre. Vous allez arriver à saturation. Ce qui veut dire que vous allez devoir revenir sur vous et vous retrouver. Parce que pour l'instant, c'est tout avec et pour lui. À quel moment vous allez vous revenir vers vous? C'est ça aussi la question. Parce qu'à un moment donné, si vous ne le faites pas, il y aura... Bah, je ne sais pas. Quand est-ce que nous, on va revenir sur nous, s'occuper de nous, c'est ce que nous dit souvent dans mon accompagnement, justement pour mon projet, de penser à soi aussi. Oui, tout à fait. Mais j'aime pas qu'on me dise ça parce que je pense à moi, justement, je pense, à travers ce projet. Peut-être que l'enfant est venu, ce qu'on m'a dit souvent ici, qu'il est venu pour moi. J'ai dit, bon, bah, le pauvre, je ne sais pas si c'est vraiment ça, parce qu'il doit s'occuper de quelqu'un qui doit sortir de sa zone, qui doit... Et je ne pensais absolument pas dans ma vie que j'allais faire un projet personnel, monter ma propre société. Moi, j'étais comme en Asie, souvent, moi je suis coréenne, on obéit. Il y a une hiérarchie, on me dit, je fais, voilà. Moi, ma vie, c'était comme ça. Et là, aujourd'hui, non, c'est moi qui prends les commandes un peu. Et du coup, je me dis, peut-être je m'occupe de moi si je fais ce que j'ai envie de faire dans ma vie aussi. Mhm. Après, prendre de soi, prendre son temps, aller se faire des petits soins, c'est pas trop mon truc, mais... Non, c'est important. Et vous savez pourquoi je vous ai posé la question? Parce que si vous voulez continuer à être là pour lui, vous devez être là d'abord pour vous. Et c'est ça l'équation à résoudre. Parce que si on n'est plus soi, on n'est plus l'individu qu'on est, on ne peut pas aider l'autre. Oui, mais là, à travers ça, justement, il me met Oui. à être moi, à ce que j'ai vraiment envie au fond de moi. Et donc, du coup, c'est ce qui ressort et je me dis, c'est ça, moi. Enfin, la question, je la pose ainsi, c'est que quand on entre dans une posture, quand on fait le don de soi,
on le fait vraiment. Mais c'est l'erreur qu'on commet parce qu'à un moment donné, on se perd. Si on se perd soi, on perd tout. On ne peut plus faire les choses. Si on veut faire les choses, il faut rester soi. Comment garder son identité, garder son contrôle, garder son esprit, pour pouvoir continuer à être objectif, à être performant, efficace. C'est pour ça que j'ai posé la question. À un moment donné, revenir à soi pour pouvoir continuer à donner. Ouais, C'est compliqué, là. ce temps est pas simple et pas facile à identifier et à prendre. C'est vrai qu'on essaye, nous, à travers effectivement un projet, à travers un projet de vie maintenant, hein, de nous réaliser, voilà, de se réaliser. Maintenant, te dire que ça fonctionnera pas, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué. Et puis on n'est pas tout jeune non plus, on ne démarre pas, on a une Voilà, carrière déjà. voilà. Et... Donc on est passé aussi, oui, par d'autres, je dirais, par d'autres étapes qui ont plus ou moins bien fonctionné. Donc Oui, je sais pas comment. c'est ce qu'on a envie en même temps. Donc Je crois qu'on fera la prochaine compliqué émission. votre question. Hein. Oui. Non, elle est, non, Non, pas compliqué, mais. Non, elle oblige à une réflexion. Et je vous propose que le prochain échange qu'on fera, ça sera vraiment à poser la question sur les proches, ceux qui s'occupent des personnes porteuses de handicap, voir à quel moment il faut tirer la sonnette d'alarme pour reprendre sur soi, pour revenir à soi, pour que on ne se laisse pas aller trop et jusqu'à se perdre. La prochaine émission, on ira moi, là-dessus. j'ai pas une bonne idée. Enfin, je crois qu'on est beaucoup de parents. Alors, autrefois, on en avait parlé avec d'autres amis. Ce qui nous préoccupe vraiment, quand on a un enfant qui est en situation de handicap, c'est l'après. L'après, quand nous, on n'est plus là, qu'est-ce qui devient? Alors, on répondra à cette question d'abord, et puis on reparlera d'autres choses, de ce que je viens de dire après, et on verra comment on peut avancer là-dessus. Merci à Son Lesser, merci à Thierry Lesser pour cet échange. La nuit du handicap, je pense qu'on pose des problèmes, on a posé des questions de société, de savoir, et c'est vrai, Son a raison, pour les parents d'enfants porteurs de handicap, qu'est-ce qu'ils vont devenir après? C'est très important, mais il faut aussi savoir comment accompagner les parents pour que les parents restent aussi, ne portent pas toujours des fardeaux trop lourds et qui restent également aussi bien dans leur corps, dans leur tête, restent des personnes humaines qui ont aussi besoin d'affection, d'amour, de tendresse et qu'on puisse continuer aussi à vivre. Merci à vous deux. Merci. Merci Hélène, merci François. Je vous dis à bientôt.